OK, donc bonjour tout le monde. Mon nom est Noémie Montminy. Ma co-directrice est aussi la co-autrice de cette présentation, donc Stéphanie Duval. Je vais parler en fait de la mesure puis de l'analyse du développement global de l'enfant et de considérations méthodologiques. Donc le titre ne veut pas dire grand-chose, vous allez voir de quoi cette présentation-là va parler. Mais c'est davantage, sachez que je le veux comme une discussion. Donc, si vous avez des réflexions, des commentaires, levez la main. Moi, je suis pas troublée par les commentaires mi-présentation. Ne vous inquiétez pas. Puis, je suis pas la spécialiste de tout ce que je vais vous présenter dans cette présentation, mais c'est vraiment une réflexion que je désire qu'on ait tous ensemble. Le développement global, comme vous le savez, en fait, est en soi très complexe. Donc, on dit que le développement est hétérogène. Je vais reparler des caractéristiques. Il fluctue, il y a des périodes sensibles. Il y a aussi une variabilité de définition puis de concepts qui vient s'interlier entre le développement global, puis, mais aussi tous les domaines et les habiletés qui en découlent. Il y a aussi une problématique, mais en fait, ce n'est pas vraiment une parce qu'on a fait des découvertes considérables comme ça, mais il y a des traditions de recherche qui évoluent en silo. Donc, la recherche tempéramentale, la recherche en développement du langage, la recherche en sciences cognitives. Donc, on est venu asseoir des très, très grandes théories, puis on a découvert aussi des jalons développementaux comme ça. Donc, on a évolué en silo à travers les différents domaines du développement de l'enfant et humain. Puis, évidemment, comme vous le savez, là, en recherche, il existe une variété d'outils de mesure qui va s'attarder à des portions très, très, très spécifiques du développement de l'enfant, puis sous différents domaines puis habiletés qui en découlent. Les outils ont des avantages, c'est des outils validés, c'est des outils qui ont aussi des limites. Donc, tout dépendant du devis de recherche, des questions de recherche que vous vous posez, c'est des choix méthodologiques que le chercheur fait à tout moment. Bien évidemment, à eux seuls, les outils ne peuvent pas capturer toute la complexité du développement de l'enfant. Donc, ça, c'est aussi une des limites. Puis, on va parler aujourd'hui de comment, en tant que chercheur qui cherche sur le développement de l'enfant, on peut aller un petit peu s'intéresser là, à l'enfant dans un tout, en fait, là, sous tous ses composants. Il y a aussi le fait que les facteurs liés au contexte ont une influence directe sur le développement global, donc ce n'est à ne pas négliger. Puis quand on fait de la recherche en petite enfance, puis en éducation, on s'y attarde bien évidemment. Puis il y a la perspective de l'enfant aussi qui est un angle à aller voir quand on s'intéresse au tout de l'enfant, puis qui souvent, malheureusement, oublié. Mais je suis très contente qu'il y ait des gens qui vont l'aborder aujourd'hui. Donc, si on vient définir le développement global, qu'est-ce que c'est? On connaît bien la définition de Bouchard. Donc, c'est un processus dynamique, simultané, intégré, graduel et continu de tous les domaines du développement de l'enfant dans ses différents milieux de vie. Il y a Cantor et ses collaborateurs aussi en 2021 qui ont une définition qui se ressemble. Donc, je trouve intéressant qu'encore une fois, on parle de relations dynamiques. Je vais vous dire pourquoi prochainement, mais en fait, là, c'est un système de relations dynamiques qui s'influencent mutuellement entre les processus biologiques de l'enfant, les domaines de développement, puis l'ensemble collectif des contextes écologiques et culturels coactifs que chaque enfant rencontre tout au long de sa vie. Donc, vous voyez à quel point ça peut être difficile d'aller capturer le développement global, mais nous, en tant que chercheurs, on parle très, très souvent de développement global. donc, comment, dans nos recherches, on peut se rapprocher un petit peu plus près de cette définition-là, même quand on fait des recherches sous tous les devis, en fait, là. Puis, moi, ce qui me posait cette question-là au tout début de mon doctorat, c'était le terme dynamique dans la définition. Parce que bien souvent, les analyses qu'on fait ne sont pas dynamiques. Donc, on a des devis, mais aussi des analyses puis des mesures qui font en sorte qu'on ne regarde pas le développement sous l'angle dynamique à travers toutes les coactions entre les domaines, mais aussi entre les milieux, en fait, entre toutes les composantes de la définition. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on vient de se dire, on peut dégager 5 clés
caractéristiques, 5 caractéristiques clés du développement global de l'enfant. Là. Par exemple, ici, là, si Adamo se développe en contexte éducatif puis on l'observe, qu'est-ce qu'on peut se dire en tant que chercheur ou on pourrait être un praticien aussi qu'il voit? Donc, on l'observe dans son jeu, il fait de la pâte à modeler, puis là, on observe que Adamo est unique. Donc, il se développe de manière unique et hétérogène à travers ses pairs. On peut observer à travers l'année, mais à travers la journée, que son développement va être séquentiel, puis ses habiletés vont se construire sur les autres habiletés qu'il va avoir appris a priori. On va voir qu'il se développe sous tous les domaines à la fois, au même moment. Donc, on peut observer son développement global à un instant précis aussi. Donc, c'est dépendant du contexte. Donc, si on regarde Adamo faire de la pâte à modeler, on va observer des habiletés différentes que si on l'observe faire du jeu à l'extérieur, des blocs. Donc, c'est très, très, très dépendant du contexte. Puis, c'est à la fois une danse entre l'inné et acquis. Donc, Adamo va avoir des prédispositions, des forces et des faiblesses. Puis, c'est ce qui va influencer la manière dont ils vont déployer ces habiletés quotidiennement. Donc, ça en fait des caractéristiques à tenir en compte quand on fait de la recherche et qu'on veut rendre compte du développement de l'enfant dans nos recherches. Donc, c'est un peu ce sur quoi j'ai commencé mon doctorat, en fait. Là. Je ne fais pas mon doctorat sur le développement global, vous allez voir à la toute fin, mais j'avais cette idée en tête de comment on peut aller chercher, capturer des relations un petit peu de manière plus dynamique que des associations, des corrélations, des statistiques descriptives. Puis, j'ai fait une recension qui m'a amenée à venir découvrir puis à s'intéresser à la notion des théories développementales intégratives, en fait. Il y en a plusieurs. Si ça vous intéresse, vous pourrez m'écrire puis je pourrais vous envoyer beaucoup de textes, des livres à ce sujet. J'ai ressorti 2 théories de chercheurs qui sont des chercheurs dans des théories davantage intégratives du développement de l'enfant et du développement humain. Donc, il y a Kurt Fischer puis M. Lerner. Kurt Fischer s'intéresse à la théorie des habiletés dynamiques, notamment. J'ai pas le temps dans cette courte présentation de vous parler en long, en large de l'ensemble de leurs théories, mais grosso modo, là, c'est 2 écologistes au même titre que Bronfman. Puis donc, vous voyez qu'il y a l'importance du contexte également qui est très, très présente dans leur théorie. Puis la théorie des habiletés dynamiques de Fischer est vraiment centrée sur l'aspect dynamique des habiletés qui évoluent en contexte. Donc, pour lui, l'observation des actions puis de l'enfant en action, c'est vraiment une fenêtre sur le développement global. Donc, on peut l'observer pour lui, selon sa théorie. Puis, on va l'observer à différents niveaux. Donc, le praticien aussi peut l'observer à différents niveaux à travers les contextes de jeu, par exemple, dans sa classe. Puis, les habiletés vont évoluer différemment selon le contexte d'observation. Puis, ils vont évoluer aussi en fonction des coactions puis des dynamiques qu'ils vont avoir à même le contexte. Il parle de coaction horizontale. Donc, ça, c'est, par exemple, le lien entre 2 habiletés langagières ou 2 compétences socio-émotionnelles ou 2 fonctions exécutives. Puis, il va y avoir des coactions verticales, donc le lien entre le langage puis les fonctions exécutives, les habiletés émotionnelles puis les fonctions exécutives et le contexte. Donc, vous comprenez un peu le concept. Puis, M. Lerner, que j'ai eu la chance de voir au SRDC, travaille sur la théorie des systèmes relationnels de développement. Le nom de la théorie le dit, donc il travaille à travers, il travaille avec la relation à travers tous les systèmes de développement, mais il travaille aussi beaucoup sur le concept d'hétérogénéité du développement de l'enfant. Puis pour lui, les chercheurs qui sont en développement en petite enfance, qui s'intéressent au développement de l'enfant, sont tous d'accord que le développement est hétérogène, mais ça transparaît encore trop peu dans nos recherches. Donc, c'est son stance à propos de ça. Donc, il travaille sur des analyses qu'on va voir plus tard sur comment on peut aller tirer des profils d'enfants plutôt que de sortir des grandes moyennes. Bref. Donc, c'est ce sur quoi ces 2 théoriciens-là du développement travaillent. Puis,
c'est aussi un peu vers ça qu'on va s'en aller. Là. Donc, je vais vous présenter comment on peut choisir le devis, les mesures, puis les analyses pour aller chercher un angle davantage intégratif dans nos recherches. Donc, si on se pose la question en tant que chercheur, est-ce qu'il y a des devis qui favorisent la considération intégrative du développement? Mais il y a les devis observationnels, donc ceux qui, évidemment, considèrent le contexte dans lequel l'enfant évolue, que ce soit la famille ou que ce soit le contexte d'éducation en CPE ou en maternelle. Il va y avoir les devis qui prennent en compte la perspective de l'enfant parce qu'on vient chercher une couche supplémentaire. On va voir un angle qui est non atteignable par la mesure ou par les analyses quantitatives. Excusez, je m'accroche le micro. Les devis longitudinaux, parce que là, on va y revenir dans l'analyse, mais ça va nous permettre d'aller voir les dynamiques à travers le temps, comment la personne va évoluer dans le temps. Puis les devis mixtes aussi, parce que les analyses qualitatives peuvent venir enrichir les résultats quantiques. Donc, quand on est dans une perspective intégrative, on veut le plus d'angles possible. Donc, évidemment, si ça enrichit nos résultats, pourquoi pas. Les outils de mesure. J'en ai listé une foule. Là, j'avais fait une recension qui est disponible en ligne pour le ministère de la Famille sur les mesures du développement global. Donc, vous pouvez aller la voir si vous googlez, là. Mais c'est des mesures il y en a des très vieilles, il y en a que vous connaissez, les MDPE, c'est le GEM, le GED, Brigance, c'est québécois aussi, la SQ. Les deux plus intéressantes là, que je viens d'ajouter, c'est le CDI 2030, c'est un outil de l'UNICEF. Ils ont travaillé sur cet outil-là pendant très, très longtemps. Il vient tout juste de sortir. Là, je pense que la date de publication, c'est 2023, puis le questionnaire est disponible en français. Donc, je voulais le dire à tout le monde si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui vont avoir une posture intégrative parce qu'ils se veulent mesurer le développement global. Est-ce que ça règle la problématique des définitions différentes, des domaines différents? Est-ce que ça va sortir des scores globaux ou des scores par domaine, puis on reste en silo? Donc, ça, c'est vraiment une autre couche de questionnement, mais c'est des outils qui peuvent être très, très intéressants quand on fait de la recherche sur le développement global. Encore dans une perspective intégrative, bien, toutes les mesures d'observation en contexte naturel, parce qu'on s'intéresse, là, on est directement dans la variation avec le contexte. Donc, les outils d'observation sont dans une perspective développementale intégrative. Puis, bien, sinon, les photos, les entretiens, tout ce qui peut venir nous donner de la richesse, un angle d'approche différent, puis des informations supplémentaires sur l'enfant, la façon dont l'apprend se développe également. Donc, on rentre dans les analyses un petit peu plus poussées, puis j'en ai quelques-unes, donc je ne vais pas les définir en entier, mais c'est des analyses les premières, ce sont des analyses qui peuvent être faites à la fois dans des devis corrélationnels puis des devis longitudinaux. Donc, c'est des analyses statistiques plus avancées, mais c'est des analyses d'association quand même. Donc, c'est les modèles d'équation structurelle, je viens d'en reparler tout à l'heure, ça, c'est des analyses qui vont être réalisées dans le cadre de ma thèse. C'est des analyses qui vont reposer sur des variables latentes puis des variables observées. Une variable latente, c'est des variables qui n'ont pas vraiment été observées dans le projet, mais qui vont résulter d'une combinaison d'une mesure, par exemple, ou de sous-section de ta mesure. Par exemple, si j'observe les fonctions exécutives, je peux avoir l'inhibition, la flexibilité, la mémoire de travail, qui à eux font la variable latente de fonction exécutive. OK? Donc, c'est une façon d'aller tester vos modèles théoriques. Donc c'est une façon d'aller schématiser vos modèles quand on pense à un devis de mesure, puis d'aller chercher les mesures, de prévoir les mesures qui vont reconstituer le modèle théorique. Puis, ultimement, quand on fait des analyses d'équations structurelles, on a un fit de modèles. Donc, on a des séries de flèches. Donc, c'est des analyses d'association, évidemment. Ça peut être des flèches unidirectionnelles ou bidirectionnelles. On a ça comme output, mais on a aussi un fit de modèle. Donc, on va avoir des indices dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. On va avoir des indices qui vont vous dire à quel point votre modèle se colle sur le modèle qui a été testé. Donc, ça ne se colle pas du tout. Oui, ça se colle. Donc, des modèles comme ça
dans un devis corrélationnel, ça peut pallier à la limite des inférences causales des devis corrélationnels. Donc, c'est un moyen de pallier, puis ce moyen-là s'appelle le moyen des mécanismes logiques. Donc, on peut avoir confiance davantage aux résultats quand on est capable de se baser sur de la littérature empirique puis de le tester en fonction de modèles. Donc, ça, c'est une belle façon d'y arriver. Puis, vous voyez aussi que quand on teste des modèles, on peut aller tester plusieurs aspects du développement de l'enfant, mais aussi plusieurs aspects liés au contexte, puis on peut contrôler des variables également. La modélisation multiniveau, c'est quelque chose qu'on voit relativement fréquemment dans les recherches là, de l'équipe. C'est lorsqu'on a des données nichées ou qu'on a d'emblée des structures imbriquées, par exemple, l'enfant dans la classe, l'enfant dans le CPE. C'est des analyses qui vont tenir compte de la variabilité intra-individuelle puis inter-individuelle, puis ça va vraiment nous dire c'est quoi les effets qui sont liés à l'enfant, puis c'est quoi les effets qui sont liés à la classe. Donc ça aussi, dans une perspective intégrative, ça peut être des analyses qui sont intéressantes à utiliser. Les analyses de profil latent, à la toute fin, posez-moi pas de questions là-dessus, j'en ai jamais réalisé, mais c'est des analyses très, très intéressantes parce que ça va se concentrer sur l'identification de sous-populations latentes, donc ça va créer des profils à travers ta population. Puis à la place de donner une moyenne, ça va se dire, ben attendez, l'enfant, là, ben oui, son développement langagier, il est comme ça, mais il y a 5 profils qui peuvent se dégager. Donc, il y en a qui se développent comme ça, mais il y en a qui se développent comme ça, puis il y en a qui se développent comme ça. Donc, dans une perspective intégrative, ça peut être aussi très intéressant. Puis, une fois que les profils sont identifiés, bien, le chercheur peut venir explorer les relations, puis les variables à contrôler, les covariables, puis les variables indépendantes à l'étude. Donc, un peu comme quand on essaie de venir chercher des associations entre une VI puis une VD. Bien, là, c'est une VI, puis les profils. Donc, ça fait comme des sous-VD un peu. Donc, ça peut peut-être qu'il y a des variables indépendantes qui agissent de façon différente en fonction du profil de l'enfant, par exemple. Dans les devis longitudinaux, bien évidemment, il y a des caractéristiques spécifiques qui font en sorte que ça peut venir remplir des questions, remplir venir cocher des cases de les perspectives intégratives. Donc, on vient recueillir des données sur une période plus prolongée. Quand on parle de développement, ça peut être intéressant. On vise à examiner les corrélations, les modèles et les associations. On peut, étant donné qu'on regarde des périodes, on peut regarder des périodes critiques puis des phases sensibles. Puis on peut venir capturer la stabilité puis les transitions. Est-ce que l'évolution se développe de manière linéaire entre 0 et 3 ans, ou est-ce qu'il y a un coude de 2 à 3, puis est-ce que... Donc, c'est des questions auxquelles on peut venir répondre avec les devis longitudinaux. Puis, il y a des analyses structurelles qui vont être spécifiques aux devis longitudinaux, par exemple, les analyses de courbe de croissance, qui vont venir saisir des trajectoires individuelles. Puis, tout récemment, c'est les analyses sur lesquelles M. Lerner travaillait quand je l'ai rencontré au SRDC. Il y a des modèles d'équations structurelles qui vont être dynamiques. Donc, c'est des modèles d'équations structurelles qui vont venir être plus sensibles pour venir voir les liens qui sont dynamiques à travers, je ne sais pas moi, 2 habiletés développementales de l'enfant. Puis à travers ça, bien, on peut ajouter des graphiques de vecteurs pour voir les tendances individuelles puis aller au-delà des moyennes des enfants qu'on présente. Donc, c'est tout plein d'analyses qui peuvent être chouettes à aller voir. Donc, encore une fois, vous pourrez m'écrire, là, j'ai plus de références par rapport à ces analyses-là. Les analyses dans un devis mixte, selon Lerner aussi, c'est une façon là, qui permet en fait d'aller favoriser une considération globale de l'enfant, puis de saisir aller saisir des tendances statistiques, puis d'ajouter des informations contextuelles qui sont non négligeables pour bien comprendre les statistiques qu'on est capable d'aller chercher. Donc, c'est un peu les réflexions sur lesquelles j'étais tombée dans ma thèse parce que j'ai fait mon mémoire sur l'autorégulation de l'enfant, puis ultimement, on arrivait avec un score
d'habileté émotionnelle, d'habileté comportementale, puis d'habileté plutôt cognitive. Puis, je me suis intéressée sur, OK, bien, l'autorégulation, ces habiletés-là, ils se présentent au même moment. Donc, c'est quoi le lien entre les habiletés émotionnelles et les habiletés cognitives pour que l'enfant soit capable de déployer son autorégulation en contexte éducatif? Puis c'est avec cette pensée-là que je fais ma thèse en fait sur les habiletés émotionnelles et les fonctions exécutives de l'enfant dans une perspective développementale intégrative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je m'intéresse à venir modéliser en fait les habiletés émotionnelles et les fonctions exécutives observées dans un contexte éducatif. Donc, à travers ma thèse, on va venir répondre à 3 questions de recherche. On va venir mesurer le niveau des habiletés émotionnelles et des fonctions exécutives. Puis on va venir voir si les habiletés observées correspondent à 3 modèles différents. Donc, est-ce que ça correspond au modèle ascendant? Donc, est-ce que c'est les habiletés émotionnelles qui dictent les fonctions exécutives? Donc, il y a tout un pan des théories là, en émotion qui peuvent justifier ce modèle-là. Le modèle descendant, donc c'est très, très cognitiviste comme pensée. Est-ce que c'est les fonctions exécutives qui contrôlent nos émotions? Puis il y a le modèle de l'équilibre optimal, là, donc, ou de l'autorégulation. Est-ce que c'est vraiment une coaction ou un équilibre entre les habiletés émotionnelles et les fonctions exécutives? Puis comment ces dynamiques-là, en fait, vont se manifester en contexte éducatif de la petite enfance? Pour y arriver, en fait, je m'insère dans un projet beaucoup plus large, un projet mené par Mme Duval, donc, qui visait à valider une grille d'observation des fonctions exécutives. Donc, on est allé observer dans leur contexte, des contextes de jeu menés par l'enfant. Donc, c'est vraiment, on observait un jeu initié. Donc, la plupart du temps, on a installé la caméra dans des contextes de jeu symboliques, mais parfois aussi dans des contextes de jeu de construction, jeu bloc également. Puis, on est allé filmé pour mesurer a posteriori les habiletés émotionnelles avec le Minnesota Preschool Affect Checklist, puis l'observation des fonctions exécutives s'est faite avec la grille d'observation des fonctions exécutives validée à travers ce projet-là en cours de validation dans ce projet-là. Puis les modèles en fait vont être testés sur le plan statistique à l'aide d'analyses par équation structurelle pour voir en fait comment, là, à travers cette écologie de classe-là, on réussit à manifester, l'enfant réussit à manifester des habiletés émotionnelles puis des fonctions exécutives. Donc, c'est pas un projet sur le développement global, mais c'est un projet à caractère développemental intégratif parce qu'on on s'intéresse à la dynamique entre des habiletés, puis on donne une grande place au contexte par le choix des outils, mais aussi par le choix des analyses qui vont être faites, qui vont placer le contexte dans le modèle théorique qui va être testé. Donc, en conclusion, le développement global va comporter plusieurs caractéristiques à prendre en compte quand on s'y intéresse. Puis les approches développementales intégratives, notamment les deux dont je vous ai parlé très, très brièvement, peuvent nous donner des pistes sur la façon d'organiser nos projets de recherche de manière à les capturer. Le but, c'est pas la perfection, mais comment on peut aller capturer le plus d'informations possible pour aller voir, là, pas l'enfant en 2D, mais en 3D peut-être. C'est tout. Merci.